Rideau. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être là. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir forcer un peu plus la voix. Je vous remercie tous d'être présents, parce que vous allez reprendre encore une bonne cuillère d'Europe. C'était... ça vous avait manqué. Je voudrais quand même qu'un des membres de mon équipe étant médecin psychiatre, un jour, je lui demanderai d'évaluer le nombre de sadomasochistes parmi vous. C'est quand même une étude intéressante. Alors, pour faire taire tout de suite les questions stupides, puisque j'en ai reçu certaines par courriel, oui, Jean-Luc Schaffhauser a été mon patron, mais avant tout, c'est un ami, avant tout, et il a été mon patron, c'est tout à fait vrai. Et je voulais qu'il vienne parmi vous, alors vous me direz, bon, pas très original dans le mois de mai 2019 de parler d'Europe, c'est indiscutable, mais pour une fois, je voulais qu'on le traite sous un angle, disons, un peu original. Original sur deux points. Juste un point, je vous demande de mettre tous vos portables et objets électroniques en silencieux, je vous en remercierai, merci. Premièrement, parce que, vous le verrez dans son ouvrage « L'Europe de Strasbourg contre l'Europe de Bruxelles », Jean-Luc associe la maîtrise théorique à une expérience de 5 ans au Parlement européen, où il ne repart pas tout à fait avec les idées qu'il avait en entrant, prouvant ainsi cette formule que je reprends à chaque interview: il y a deux types d'hommes avec l'Europe, il y a ceux qui l'aiment, il y a ceux qui la connaissent. Et surtout, beaucoup plus que la plupart d'entre nous qui venons des rangs souverainistes plus ou moins raides, l'expérience de Jean-Luc, particulièrement pour les plus jeunes, est quelque chose d'extrêmement précieux. Parce que c'est quelqu'un qui a vu évoluer le rêve européen, qu'il a d'ailleurs partagé, qui a partagé certaines des heures, particulièrement dans la chute du communisme, qui ont été les heures bénies du continent, en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre. Et petit à petit, la désillusion d'une pratique institutionnelle devenue aujourd'hui un objet de détestation de toute une part de nos compatriotes, comme vous avez pu le voir à travers les résultats d'hier soir. Et malheureusement, cette détestation est pour l'instant stérile par manque d'analyse de la machine et du processus dans lequel la nation française peut être broyée. Et c'est pour ça que je suis particulièrement fier de le recevoir pour la deuxième fois au Cercle Aristote, mais la première c'était il y a 7-8 ans, patron, on était encore au Carré Parisien. Et pour cette conférence, je me suis permis d'intituler d'un œil un peu facétieux, qui est moins complexe que le propos très détaillé du livre, « L'autre Europe n'aura pas lieu », mais a priori, en termes de communication, ça a plutôt bien marché. Et je vous remercie une nouvelle fois d'être là. Je remercie notre invité de ce soir, à qui je laisse la parole. Merci, monsieur l'ancien député Jean-Luc Schaffhauser. Encore député. Encore député jusqu'au 2 juillet. Merci Pierre-Yves, c'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous, parce que je pense qu'il faut une nouvelle génération que certains d'entre vous représentent pour porter la politique au niveau où la France en a besoin. D'abord sur les élections, j'aimerais venir sur ces élections parce que, étant membre de l'Europe des nations et des libertés, dit eurosceptique, j'ai entendu beaucoup d'analyses sur la victoire du Rassemblement national.
Je ne suis pas moi-même membre, je n'ai jamais été du Rassemblement national, mais je voudrais quand même nuancer ces propos. Le Rassemblement national fait 1% de moins qu'en 2014. Malgré une conjoncture extrêmement favorable, entre-temps, il y a tout. Il y a eu les attentats, il y a eu les émigrés, il y a eu la crise économique, crises diverses et variées. Et dans un contexte on ne peut plus favorable, le Rassemblement national arrive même pas à maintenir son score de 2014. Donc il faut quand même comprendre pourquoi, quelles sont les raisons. Alors évidemment, il y a le jeu politicien. Macron a très bien joué, contrairement à ce qu'on pense, c'est lui le grand gagnant de ces élections. Il est arrivé à mettre Marine Le Pen et le Rassemblement national comme challenger aux prochaines élections présidentielles, de moins de se positionner comme ça, en détruisant au passage, et sans doute que ce n'est pas fini, le Parti socialiste, l'UMP, enfin les Républicains, et la droite, la gauche, l'extrême gauche ou la gauche mélenchoniste. Et c'est quand même quelque part, d'un point de vue tactique, en termes politiques et politiciens, on pourrait dire un succès. D'ailleurs, il faut reconnaître que l'opération qu'il avait menée pour être président était une opération quand même un peu osée et talentueuse. Tout ceci pour rien, parce que la France va plus mal. Aujourd'hui, aucune des réformes nécessaires à ce pays aucune des réformes n'est entreprise. Et plus grave, nous n'avons pas les conditions, et j'y reviendrai, qui permettent de rétablir la France dans sa vie et sa survie. Et je crois bien que c'est l'enjeu actuel et à venir. Voulons-nous que la France vive, et au point où nous en sommes, voulons-nous qu'elle survive même? Derrière le débat, on a cru voir, je rentrerai après dans le livre, un débat entre mondialistes et souverainistes. J'y vois, moi, un débat d'un autre type, parce qu'on n'arriverait pas à comprendre sinon ce qui se passe. J'ai vécu la chute du communisme dans les années 89, et avant, j'avais fédéré les forums qui ont permis, en fin de compte, cette alternance à la chute du communisme. Et d'un point de vue idéologique et là philosophique, pour moi, le libéralisme est le creuset du collectivisme. Le collectivisme est tombé. Le libéralisme, en tant qu'individualisme, subjectivisme, organisation du monde, où l'homme, dans son ego, à la Descartes, reconstruit le monde, sans réalité, la tabula rasa. Cette vision idéologique, elle aboutit à sa fin. C'est pour cela que vous avez l'extinction des socialistes libéraux, mais vous avez aussi la droite libérale qui ne répond plus aux attentes des populations. Pourquoi ? Parce que ce qu'on le retrouve, c'est autre chose, c'est plus la tabula rasa, c'est la nation, c'est l'identité, c'est l'histoire, en fin de compte, de la réalité. Ce n'est plus Rousseau, le contrat social, la robinsonade, on se rend compte, on recrée la société. C'est une société qui est déjà là, dans son histoire, dans sa tradition, dans sa culture, dans son identité profonde, dans sa transcendance. Quelque chose que l'on reçoit, quelque chose que l'on transmet et qui nous inscrit dans quelque chose de bien plus profond. Et ce que la politique doit préserver, c'est ce vivre en commun, reçu, hérité, se poursuivant à travers les temps,
pour que justement tout ceci puisse continuer à subsister comme quelque chose qui nous dépasse et qui ne nous appartient pas vraiment, mais dans lequel nous nous sentons chez nous. Eh bien, cette fin des idéologies, elle est actuellement marquée par le paysage politique. Lorsque la droite républicaine libérale disparaît, lorsque la gauche libérale disparaît, lorsque même la gauche mélenchoniste, qui est révolutionnaire, mais révolutionnaire de façade, ne fait pas un si bon score, c'est qu'il y a effectivement un problème de fond. Et ce problème n'est pas simplement un problème, certes important, entre les mondialistes et globalistes, et puis d'un autre côté la souveraineté, la nation, il est plus profond. Il est dans les racines mêmes idéologiques et je dirais philosophiques de la philosophie politique. Alors pour revenir maintenant à notre sujet qu'est l'Europe. D'abord, je peux le dire et je reste un Européen de culture, de civilisation. Pourquoi ? Parce que profondément, je suis enraciné dans ma foi chrétienne et il faut le dire, ceux qui ont façonné l'Europe dans leur histoire sont d'une certaine manière, la chrétienté a façonné l'Europe. Que ce soit la Hongrie, que ce soit la Pologne, que ce soit la France, le baptême de Clovis, nous sommes dans une histoire profonde d'identité. C'est d'ailleurs cette identité qui nous permettra de retrouver la liberté, parce que quand même le christianisme est la seule religion qui met, il faut le dire, Dieu dans la liberté, dans une relation de liberté, c'est-à-dire dans la capacité de refuser Dieu. Non seulement de refuser, de tuer Dieu. Quelle est la civilisation ou la religion qui met au centre un Dieu mort, un Dieu tué ? Ça veut dire la liberté. Et sans la liberté, il ne peut pas y avoir l'amour. Donc les deux choses vont de pair, à la fois un Dieu d'amour, un Dieu de liberté, un Dieu qui peut être nié. C'est les fondements même de notre civilisation. Et vous ne pouvez pas avoir la raison, l'intelligence, le sens critique, si vous n'avez pas ce soubassement métaphysique. De pouvoir dire non, mais de pouvoir dire oui aussi, parce que c'est le sens de la liberté, c'est le sens de la critique, c'est le sens de la raison, c'est l'objet de la philosophie, et c'est l'objet également de la politique et de la démocratie. La démocratie, c'est bien partager ensemble un projet et le bâtir, à travers, malgré tout, l'unité. Et j'aime pas tellement le terme projet, parce que le terme projet, c'est le projet de Macron, n'est-ce pas ? Là, il s'agit d'autre chose qu'un projet. Il s'agit de quelque chose qui nous vient, dont nous héritons et que nous poursuivons. Et pourquoi la souveraineté ? Eh bien, parce que la souveraineté est au cœur de la liberté. Sans liberté, vous n'avez pas de souveraineté. Sans souveraineté, vous n'avez pas de liberté. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne se négocient pas, qu'on ne peut pas abandonner, car elles font partie de notre patrimoine, de notre histoire. Et c'est pour ça aussi que, d'une certaine manière, nous ne pouvons qu'être européens. Mais il en est tout à fait différemment des institutions européennes et des logiques qui sont celles de l'Europe, de l'Union européenne. L'Union européenne, comme cela a été dit maintenant par Philippe de Villiers, mais il y en a bien d'autres qui l'ont écrit, est un projet qui est tout à fait différent du projet de civilisation et de culture dont je vous parle. Ce projet qui était aussi celui du général de Gaulle, ce projet de civilisation de culture de Churchill, est un projet qui se bâtit à travers les nations et les identités. Car s'il y a bien une chose que j'ai pu apprendre aussi en théologie, au niveau de la Bible, à la lecture de la Bible, c'est que Dieu parle aux nations. C'est que les nations ont des vocations. C'est que l'harmonie du monde est faite de ces différences, de ces identités, de ces cultures, et qu'elles sont au cœur même de cette symphonie nécessaire à l'harmonie. Ce n'est pas le melting pot et ce n'est pas le truc je mélange et je secoue.
c'est ces identités, ces dialogues profonds des différences dans une unité partagée qui est le dialogue dans la liberté. Donc, à côté de ce projet initial, qui était le projet de civilisation et de culture, qui nous fait être nous-mêmes non pas contre les autres, mais avec nous-mêmes pour nous poursuivre dans notre identité et partager avec les autres cultures et des identités, il y avait un projet d'impérialisme, il faut le dire, d'impérialisme américain, d'impérialisme économique, qui avait besoin d'un grand marché sans frontières pour pouvoir manifester sa domination sur le reste du monde. Et à la base même de la construction de l'Union européenne, des institutions de l'Union européenne, il y a le fédérateur américain qui a besoin d'une Europe grand marché, M. Monnet, qui a besoin d'une Europe qui abandonne sa souveraineté, et particulièrement de la France, qui abandonne la sienne, pour pouvoir véritablement être ce marché ouvert, sans identité profonde, s'opposant pas à l'impérialisme évidemment américain, danger du général de Gaulle et même danger de Churchill, qui avait aussi derrière ça toute son histoire anglaise de la Grande-Bretagne, eh bien, il y a deux projets complètement différents. D'un côté, vous avez un projet de civilisation et de culture qui s'enracine dans une histoire, dans un dialogue, dans de la coopération, toujours nécessaire, et si c'est nécessaire aussi dans l'affrontement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et puis d'autre part, vous avez une Europe qui se fait sur un autre projet où on abandonne cette idée-là, sur une autre base aussi philosophique, c'est plus le réalisme, c'est l'individualisme, c'est le subjectivisme, c'est le matérialisme aussi, avec tout ce que ça veut dire, et c'est l'économie qui devient le structurant de la société. Ce n'est plus notre histoire, notre patrimoine, une certaine transcendance, quelque chose qui nous dépasse et que nous devons poursuivre dans notre histoire humaine. C'est le structurant de l'économie, mais le structurant de l'économie, pour le simplifier, il prend sa logique toute quand, en crématistique, c'est-à-dire, comme disait Aristote, l'économie pour l'argent, et en fin de compte, c'est l'argent et le profit qui va organiser la société. Eh bien, dans cette Europe-là, toute coopération telle que nous la concevons, celle dont parlent les protagonismes de l'Europe actuelle, de l'Union actuelle, nous parlons toujours de coopération, elle est impossible. Pourquoi ? Lorsque vous vous situez dans le marché, vous vous situez dans la concurrence. Et quand vous êtes uniquement dans la concurrence, vous avez toujours un perdant et un gagnant. Et vous avez la concentration, tout à fait logique, et en cela, je ne suis pas marxiste, loin de là, Marx n'avait pas tort. Vous avez la concentration, le fort devient de plus en plus fort et le faible devient de plus en plus faible. Et vous avez l'Europe actuelle avec l'Europe allemande. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, par tempérament, et je le dis parce que je suis aussi germain de culture, est plutôt Mannschaft, c'est-à-dire a toujours le sens de l'équipe, a toujours le sens de la nation et de la supériorité de la nation, de la sienne. Et naturellement, étant surtout un génie organisationnel, pas forcément un génie dans d'autres choses, mais en termes d'organisation, de méthode, de capacité à faire groupe, l'Allemagne nous dépasse, il faut le dire, en termes d'organisation économique libérale. Ils sont capables de faire les réformes que nous n'avons pas su faire, pour différentes raisons, mais aussi par sentiment de volonté de domination, d'une certaine manière. Et nous nous trouvons dans une Europe aujourd'hui, celle de l'Union européenne, qui n'est pas une Europe de la coopération, qui est une Europe de la concurrence, avec une concentration du pouvoir chez le Germain, chez l'Allemand, qui, pour vous donner un exemple, a au minimum
d'après les différentes statistiques, 10 points de dépenses publiques de moins que nous, et qui par ailleurs a des entreprises qui payent moitié moins de charges diverses que les entreprises françaises. Dans ce combat, vous comprenez très bien que si vous maintenez les règles comme elles sont, dans cette concurrence, avec en plus l'incapacité, grâce à l'euro, marché unique et monnaie unique vont de pair, et sont l'un indispensable à l'autre, car ils permettent effectivement cette concurrence et cette domination, eh bien, dans cette situation-là, vous n'avez aucune marge de manœuvre, vous êtes perdu. La France, si elle reste dans les institutions actuelles, sera amenée par la logique des institutions européennes à perdre de plus en plus son industrie et à être de plus en plus dépendante du plus fort. Économiquement. Même si ce processus est suicidaire. Car quand vous avez 50% de votre économie à l'export, évidemment, si vous appauvrissez ceux mêmes avec qui vous commercez, à terme, il y a un gros problème du modèle mercantiliste germain. Mais dans l'immédiat, entre-temps, un pays comme la France, mais cela est vrai aussi pour l'Italie, cela est vrai pour le Portugal, cela est vrai pour l'Espagne, et je le montre dans le livre, chiffres à l'appui, chiffres publics à l'appui. Vous ne pouvez pas, dans ce système, vous reconstruire dans votre indépendance et dans votre souveraineté. Quand je parle d'indépendance, je veux tout simplement dire la capacité, dans un premier temps, économiquement, de pouvoir faire bien vivre votre population, de ne pas être dans la dépendance des marchés au niveau de la dette, et de pouvoir permettre, en fin de compte, les équilibres fondamentaux d'un État. Et ce processus est profondément pervers. Quand vous rentrez dans cette logique, vous y êtes et vous ne pouvez plus en sortir si vous acceptez les institutions et leur logique telles qu'elles sont. Et M. Macron, ou n'importe qui d'autre, Marine Le Pen, si vous restez dans ces institutions, vous ne réformerez rien et la France, petit à petit, disparaîtra. Car le gap est si important entre l'Italie, la France et l'Allemagne, avec aucune capacité de retrouver votre compétitivité par la dévaluation, par exemple, avec aucune capacité de mener un protectionnisme intelligent pour rééquilibrer les échanges et faire du commerce durable, ce qui était la charte de la Havane, après-guerre, où le commerce devait pousser à la paix, à la condition effectivement qu'il y ait des grands équilibres. Eh bien, si vous rentrez dans cette logique-là, vos pays du Sud, de l'Europe du Sud, mais plus particulièrement la France, qui est un peu un pilier entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, la France, telle qu'elle l'est, avec encore son industrie, son peu d'industrie, mais il reste quand même encore quelque chose, et ses capacités, tout ceci va disparaître. Vous n'avez qu'à voir le processus en cours de désindustrialisation. Comment ? Alors avant, comme disait Maurice Allais, il n'avait pas fallu l'euro, etc., parce que le processus de désindustrialisation, il commence vers les années 80. Avant, il y avait tout simplement la mise en concurrence généralisée, parce que ce qu'on oublie de vous dire, c'est que dans le traité de Rome, il n'y a jamais eu de protectionnisme européen. Et que le protectionnisme européen a même été condamné par la Cour de justice européenne. Parce que quand on vous raconte qu'on va faire une Europe protégée, on vous ment une fois de plus. Il n'y a jamais eu, dans le traité de Rome, intrinsèquement, ce protectionnisme européen. Il y a eu l'ouverture d'emblée vers le monde. Eh bien, dans cette ouverture vers le monde, et Maurice Allais le disait déjà dans les années 80, il est certain que la mise en concurrence de l'ouvrier français avec l'ouvrier chinois ou avec l'ouvrier d'autres pays, on peut très bien mettre en concurrence aussi l'ouvrier français avec l'ouvrier bulgare, d'une certaine manière.
eh bien, cette mise en concurrence est un jeu de massacre. Elle aboutit à la destruction de nos capacités. Donc, dans ce livre, la première partie, c'est pour vous dire que l'autre Europe, celle dont on vous parle, pour vous dire qu'à l'intérieur de l'Europe, il est possible de faire une Europe puissance, une Europe indépendante, une Europe solidaire, une Europe coopérative, est un mensonge. Il ne peut pas, à travers l'ADN constitutif qu'est l'Europe de la compétition due à la concurrence, avec un marché unique et une monnaie unique, il ne peut pas y avoir ce type de coopération. Il y a un vainqueur de la guerre économique et il y a des vaincus. Et derrière ça, pour revenir au projet initial, c'est que fondamentalement aussi, il y a eu, du moins à l'époque, après on verra, mais dans les temps fondateurs, et cela s'est très bien vu dans le traité de l'Élysée, une alliance entre l'Américain et l'Allemand. L'Allemand d'ailleurs bien tenu parce que souvent il avait un passé nazi quand il était en politique. Et qu'on l'avait placé là pour le tenir. Les Américains, évidemment. Je pense au responsable, le premier responsable de la Banque centrale allemande. Je pense à un certain nombre de personnes qui étaient responsables politiques allemands après-guerre, lorsqu'il y a eu la construction européenne, et qui se sont évidemment totalement opposés au projet gaulliste du général de Gaulle. Donc, ça, c'est le constat. Ce constat, je le montre d'un point de vue idéologique, je le montre d'un point de vue économique, chiffres à l'appui. Comment, pays par pays, malgré, soi-disant, les réussites, je prends de l'Espagne, je ne parle pas de la Grèce, parce que la Grèce, c'est une catastrophe. La Grèce, c'est quand même le tour de passe-passe d'arriver à, de près ou de loin, utiliser 300 milliards, c'est-à-dire à peu près le niveau du PIB de l'époque de la Grèce, injecter 300 milliards pour diviser par 2 le PIB du pays. Donc c'est arriver à faire ce tour de force d'injecter le PIB du pays pour diviser par 2 le PIB sur la période longue, de la crise de la Grèce à aujourd'hui. Seule l'idéologie est capable de faire ça. Quand vous avez perdu la raison. Et nous sommes dans ces logiques idéologiques. Mais prenons des cas plus flagrants, et plus présentés comme vertueux. L'Espagne. L'Espagne retrouve son niveau de PIB 8 ans après les réformes, après la crise financière de 2008-2009, 8 ans après, mais n'a pas la production interne qu'elle n'avait, industrielle, avant la crise. Donc, l'Espagne, même ce qui pourrait paraître une réussite économique, n'a pas la capacité industrielle qu'elle avait avant la crise, malgré toutes ces réformes. Et je ne parle pas de l'endettement qui explose. Le Portugal, qui est celui qui croit le plus, parce que dans ce jeu de concurrence, chacun essaie de copier l'allemand et essayer d'exporter, de modèle export, donc diminuer ses salaires. Pendant que vous diminuez vos salaires, peut-être que vous gagnez sur l'exportation, mais vous perdez en même temps sur votre marché intérieur et vous perdez sur toute la capacité de ces entreprises intermédiaires d'alimenter votre marché intérieur au profit d'une compétitivité extérieure que, de toute façon, vous n'atteindrez jamais parce que l'Allemand a une telle avance que le système fonctionne en sa faveur, avec aucune possibilité de marche arrière, de remise à niveau, jusqu'au collapse final, parce que le collapse final, il est inscrit. Si vous appauvrissez vos premiers partenaires commerciaux, les Américains s'en plaignent. La France pourrait s'en plaindre. La France, c'est le deuxième, son premier déficit, c'est la Chine, son deuxième déficit, c'est l'Allemagne. Comment, à terme, pouvez-vous construire une économie si vos exports s'alimentent uniquement des déficits des autres?
Ou alors il faut avoir le projet fou de domination globale par l'économie. Et de Deutschland über alles, et ça finit dans les mêmes folies, sous une forme nouvelle que celle que nous avons connue. Moi, en tant qu'Alsacien, je peux en parler. La Première Guerre, la Deuxième Guerre, et puis là, on prépare la Troisième Guerre sous une forme moderne. Donc ça, comme je l'ai dit, si vous mettez la concurrence et le marché, vous ne pouvez pas mettre la coopération des nations. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre l'Europe même, dont tout le monde se gargarise. C'est pas vrai. Deuxièmement, si vous regardez les chiffres, vous constatez cet appauvrissement et cette incapacité qu'ont les pays du Sud, quels qu'ils soient, même s'ils en ont la volonté, la ferme résolution de se réformer. Ils ne le peuvent pas. Ils sont à l'intérieur d'une logique, ils ne le peuvent pas. Je prends l'exemple, et je le dis d'autant plus que j'en avais parlé avec Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée. J'avais proposé, lors de la crise de 2008-2009, nous étions en 2010, de faire un quantitative easing, n'ayant pas, comme il y a appauvrissement, comme il y a disparité entre le Nord et le Sud, il faut, ce que je refusais, mais ce qui ne se fera jamais, un budget fédéral. C'est-à-dire qu'il faut des transferts. Comme l'économie de marché fait que la France s'appauvrit, l'Espagne s'appauvrit, il faut que celui qui s'enrichit, grâce à sa compétitivité, n'est-ce pas, donne à celui qui s'appauvrit, pour retrouver les équilibres. Bon, j'avais proposé qu'on fasse un quantitative easing, c'est-à-dire une création monétaire de 500 milliards, et que nous injections dans des projets rentables du Sud cet argent, cette création monétaire, qui ne devenait plus de la fausse monnaie, comme cela, je vais vous expliquer, est le cas actuellement, puisque cet argent servait à créer des richesses qui elles-mêmes remboursaient cet argent. Donc il y avait création d'une dette et remboursement de cette dette. Eh bien, ce projet que j'avais proposé, parce qu'il était absolument indispensable si je veux diminuer la dépense publique mauvaise, si je ne veux pas rentrer en récession, j'ai besoin d'investir. Parce que si je fais que freiner, je rentre en récession, ce que j'ai perdu, en fin de compte, ce que j'ai gagné, je dirais, au niveau du budget, je le perds en recettes par la décroissance. Donc, il fallait avoir ces deux leviers, à la fois diminution de la dépense, mais augmentation de l'investissement rentable dans des grands projets de développement durable. Eh bien, même ce projet indispensable, qui ne coûtait rien à l'Allemagne, puisque c'était de la création monétaire, et entre-temps, par la suite, on en a créé 2600 milliards pour faire que la disparité entre le Nord et le Sud soit éteinte par l'achat de la dette et rendre les taux à peu près zéro, par l'achat de la dette. Eh bien, l'Allemagne n'en voulait pas. Et à partir du moment où vous voulez réformer la France, mais vous n'avez pas cet instrument monétaire, où vous voulez simplement freiner sur la dépense pour être compétitif, vous rentrez en récession, vous rentrez en déflation, et ce que vous avez perdu, c'est l'économie, l'exploit grec, l'investissement de 300 milliards pour diminuer le PIB par 2, eh bien, vous ne pouvez pas réformer votre pays. Et tous ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. Parce que Emmanuel Macron lui-même était d'accord avec moi là-dessus. Parfaitement d'accord. D'ailleurs, nous avions fait l'évaluation qu'il fallait à peu près 3,5 et 4 points de PIB. Qu'est-ce qu'il demande à l'Allemagne ? Un budget fédéral de 4 points de PIB. Pourquoi ? Parce qu'il s'était rendu compte que pour réformer la France, qui a 10 points de PIB de dépenses publiques supérieures à celles de l'Allemagne, qui pèsent sur les entreprises essentiellement, eh bien, il fallait en même temps investir, si on voulait diminuer la dépense publique, et rentrer dans un cercle vertueux de création de nouvelles richesses. Je dirais qu'il faudrait aussi un certain protectionnisme par rapport à l'Allemagne, y compris au niveau interne, et peut-être des droits de douane pour rétablir les échanges qui permettent des équilibres et n'appauvrissent pas. Mais nous n'en étions pas là. Eh bien, par rapport à ce simple projet, les Allemands ont dit « niet ».
plutôt 9. Et donc, je me pose la question de l'honnêteté. De l'honnêteté. Parce que vous pourrez faire ce que vous voulez, vous pouvez leur dire, vous couchez, vous pouvez leur dire, nous allons fusionner nos assemblées, nous allons tout ce que vous voulez. On n'est pas dans une logique coopérative, on est dans une logique intrinsèque à la concurrence. On est dans une logique d'un vainqueur et d'un vaincu. Et surtout, si le vainqueur veut prendre sa revanche, sous une forme pacifique et européenne en plus. C'est merveilleux. Et nous sommes dans ces logiques. Nous sommes dans ces logiques. Et tous ceux qui disent qu'il ne faut pas changer les institutions, qu'on peut créer une autre Europe à l'intérieur des institutions actuelles, vous mentent et intrinsèquement, s'ils étaient au pouvoir, ne pourraient absolument rien faire. Et ce n'est pas le souci de réforme du président Macron, mais c'est son incapacité totale de réformer dans le contexte actuel. Alors après qu'on surfe et qu'on se prenne pour Jupiter et qu'on veuille être... C'est évident que la tactique électorale permet, et comment peut-on dire également, la politique politicienne permet ce genre de choses quand on a du talent. Mais cela ne transforme rien, non seulement ne transforme rien, mais crée une situation profonde de dégoût, de désespoir, et c'est la fin de la démocratie. Car aucune démocratie ne peut vivre sur le mensonge. Aucune démocratie ne peut vivre sur le mensonge. Car il n'y a plus rien à partager dans le mensonge. Il n'y a que le mensonge à partager, mais il finit toujours dans son propre échec. Comment bâtir cette autre Europe? Comment retrouver la souveraineté? Comment retrouver la liberté? Comment permettre à la France de survivre? De vivre? Mais pour vivre aujourd'hui, elle a besoin de survivre. Eh bien, c'est en sortant des institutions actuelles. Alors, les Français, parce qu'ils sont encore européens, s'imaginent que sortir des institutions actuelles, c'est sortir de l'Europe. Non! Sortir des institutions actuelles, c'est indispensable pour retrouver la coopération, pour retrouver les équilibres macroéconomiques, pour retrouver la reconstruction économique, pour faire que chacun ne soit pas dans la dépendance, mais retrouve sa liberté dans son minimum de suffisance économique et de non-dépendance, dans les grands équilibres fondamentaux. Et dans ce domaine-là, si la France disait demain « je sors », c'est elle qui devient maître du jeu. Pourquoi se refuser cette sortie alors que la sortie, du jour au lendemain, a détruit les institutions de l'Union européenne, la sortie de la France, après la sortie de la Grande-Bretagne, j'espère qu'elle aboutira, parce que tout est possible encore. Mais un gouvernement patriotique qui dirait « je sors des institutions » parce que fondamentalement, vous, Français, qui voulez l'Europe de la coopération, elle est profondément impossible, incapacité de se réformer, incapacité de reconstruire notre liberté, incapacité donc de rentrer dans un dialogue coopératif de nations. On est dans la dépendance. On est dans la perte de notre souveraineté par le biais, entre autres, de la perte de notre indépendance économique. Eh bien, je pense qu'il serait capable de trouver une majorité pour ce faire, en montrant aussi l'absurdité du projet mercantiliste européen qui consiste actuellement, derrière la coopération, à faire qu'il y en ait un qui gagne ou deux qui gagnent contre les autres.
Et vous nous parlez de l'Europe de la coopération. Où est-elle, cette Europe de la coopération? Dans la domination allemande qui s'habille d'intérêts européens. Et je l'ai vu au Parlement pendant 5 ans. Et si vous sortez de ce langage-là, vous êtes anti-européen. Non, vous n'êtes pas anti-européen. Vous êtes pour qu'une véritable Europe se fasse, c'est-à-dire l'Europe des nations et l'Europe de la coopération. Donc, au point où nous en sommes, que faut-il faire? Que faut-il faire? À travers cette tactique diabolique de Macron, qui renforce Marine Le Pen, qui est la meilleure alliée du système. La meilleure alliée du système. Parce qu'elle est d'abord prise dans ses contradictions idéologiques, passant d'une rupture au système, parlant d'une Europe populiste qui changerait les institutions, dont dès le début nous pouvions savoir qu'elle ferait pchit. Regardez les Autrichiens, regardez les Italiens et Salvini. Dans la réalité de l'économie italienne ou du refus de l'immigration et de la maîtrise de l'immigration, l'économie italienne ne se porte pas mieux, elle se porte plutôt plus mal. Et derrière l'immigration, les chiffres étaient déjà avant Salvini. Et c'est pas brillant. Il n'y a pas pour autant un projet d'intégration, un dialogue entre l'Italie et l'Afrique pour arrêter ces flux, ou entre l'Europe et l'Afrique, ce que je souhaiterais aussi. Donc, nous devons bâtir cette Europe sur la base d'une plateforme qui regrouperait tous ceux qui aujourd'hui veulent tout simplement que la France vive et survive, à la fois dans son identité, dans sa culture, dans l'ouverture, certes, aux autres. Nous ne sommes pas contre cette ouverture, à la condition qu'elle se fasse dans le respect de la continuité historique et culturelle qu'est la nôtre, et la poursuite de notre identité. Et puis également dans notre capacité à retrouver ce qui a fait la force de la France. Et je rappelle que Alcatel était le premier mondial dans les technologies de communication, que Alstom, tout ça, ça vient d'Alsace, pour ça qu'on parle de AL, de Alstom était aussi un des premiers, d'ailleurs ça faisait un seul groupe, dans tout ce qui concerne le moteur, la distribution, les problèmes de l'ingénierie nucléaire. Je rappelle que nous avions les meilleures entreprises au monde. Derrière un modèle qui n'est pas celui de la concurrence libre et ouverte à tous, derrière un modèle assez français, mélangeant l'étatisme, chaque pays a son identité, mélangeant l'étatisme, les grands corps, il faut le dire aussi, et en même temps le marché. Mais la France, ce n'est pas l'Allemagne, et ce n'est pas l'Italie, et ce n'est pas l'Espagne. Chaque pays a sa culture, et vous ne ferez pas de chaque peuple un peuple à germain. Je le dis parce que je connais la mentalité des Germains et la mentalité des Français. Vous ne ferez jamais d'un Germain un Français, vous ne ferez jamais d'un Français un Germain. C'est comme ça. Donc, nous devons être capables de rebâtir sur une base patriotique un programme où nous mettons au centre la sortie des institutions, la souveraineté retrouvée, indispensable à la réforme économique, et le dialogue coopératif que seule une nation souveraine peut établir. Car sinon, il ne s'agit plus de dialogue. Nous ne sommes plus dans la culture de la liberté. Nous sommes dans la culture du vous et de l'obéissance. Nous sommes dans le totalitarisme doux et la dictature. Même si cette dictature s'appelle la dictature du marché. Et que derrière la dictature du marché, il y a toujours des nations qui gagnent et d'autres qui perdent.
Nous devons donc attendre ce qui va bientôt arriver, la crise intrinsèque au système. Car pour faire une économie de l'export et des excédents, il faut qu'il y ait des déficits. Et à un moment donné, ces déficits sont comblés par la dette, certes, dans un premier temps. Dans un second temps, vous comblez les écarts de dette et les taux par la création monétaire, en achetant, en faisant qu'il y ait surabondance d'offres par rapport à la demande, par la création monétaire. Vous créez de la fausse monnaie, vous faussez le marché, dont soi-disant nous devons obéir à ces règles. Eh bien, nous devons donc retrouver les fondamentaux d'une économie saine, qui sont les équilibres macroéconomiques. Les échanges doivent aboutir à des équilibres. Il peut y avoir des déficits, mais il ne peut pas y en avoir de trop grands. Avec les outils indispensables. Et nous devons utiliser la création monétaire derrière la souveraineté. Cette création monétaire peut être partagée même, pourquoi pas, dans un premier temps. L'euro a l'avantage, il y a actuellement comme monnaie de base, à peu près, l'euro fait à peu près 40%. Pour donner un exemple, le Japon est en création monétaire de base, de monnaie de base, à quasiment 100%. Donc il y a du... Quand vous avez une monnaie qui est une monnaie aussi internationale, vous avez une marge de manœuvre importante qu'il faut aussi exploiter, mais qu'il faut exploiter de manière coopérative, intelligente, comme celle que je proposais en 2011-2012, où la création monétaire était au service de l'harmonie entre les économies du Nord et du Sud, avec un instrument qui était une agence d'investissement. Mais je pense, et je vous le dis franchement, que tout ceci ne verra pas le jour. Ce vers quoi nous allons, c'est la crise. C'est la crise économique et financière. C'est la crise aussi, il faut le reconnaître, de la démocratie. C'est l'incapacité qu'a actuellement le système de produire du sens, la désespérance. Alors malgré tout, Macron peut tirer son épingle du jeu parce que les gens se disent tant que ça dure, pour ceux qui en profitent encore, pourvu que ça dure. Mais à un moment donné, ça ne durera plus. Comme je dis toujours, quand vous sautez du 60e étage, au 3e étage, ça va encore. Mais on se rapproche de la réalité. Et nous y sommes. Donc nous devons préparer cette plateforme programmatique de rupture, de reconstruction, de coopération véritable, impossible dans le système actuel, pour retrouver l'international, la coopération entre les civilisations et les cultures, et évidemment la place de la France qui a un destin dans ses équilibres à venir et dans la paix à venir. Je vous remercie.